Nous sommes le jeudi 13 février. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Content d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez avoir à vous déplacer aujourd'hui? Bien, des gens qui nous écoutent, certainement, qui seront touchés par cette importante tempête de neige de ce matin. C'est pas compliqué, là. C'est à peu près une bonne partie du sud de l'Ontario, du Québec. Ça touche également les maritimes. Pas mal de neige prévue. C'est pas trop mal à cette heure-ci si vous avez à vous déplacer, parce que, en tout cas, de ce que j'ai pu observer, pas trop de circulation sur la route. Il faut dire qu'il y a déjà plusieurs centres de services scolaires au Québec, un peu partout, qui ont annoncé la fermeture des écoles, étant donné cette neige. Bien, on va en parler tout de suite avec Véronique Méran. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Un bulletin de météo un peu plus long. Il y en a un peu plus à dire ce matin quand même. C'est commencé dans la plupart des régions, ou sinon, ça va être sur le point de commencer? Exactement. Donc, c'est commencé sur tout le sud du Québec, sur le sud de l'Ontario également. Ça touchera Québec un petit peu plus tard ce matin et ça s'en va plus à l'est là, à partir de la mi-journée. Disons que ça va commencer. Je dirais ça va diminuer d'intensité. Moment critique, là, Montréal, le cœur de la tempête, le Grand Montréal, c'est ce matin sur les régions plus au sud. Donc, jusqu'à 14 heures à peu près. Okay. On verra une amélioration côté chute de neige déjà en début d'après-midi. En fin d'avant-midi pour Gatineau et Sherbrooke. Et Québec, il faudra attendre là, en fin de journée pour voir une amélioration côté densité de précipitations. Mais une fois que les précipitations denses sont terminées, le problème, c'est que les vents seront forts. Donc, la poudrerie, ça va rester un problème là, jusqu'à ce soir, tard ce soir, cette nuit. Les coups de vent les plus forts, on les aura en soirée parce que là, les températures sont quand même froides. Alors, on a 3 éléments combinés ce matin là, pour rendre la situation difficile. De la neige forte qui s'accumule rapidement, des températures froide, visibilité réduite en raison des vents et des vents encore plus forts ce soir. Donc, des rafales à 60-80 km à l'heure. On aura ça en début de soirée. Pour l'instant, les températures, moins 9 à moins 12, c'est ce qu'on retrouve sur le sud du Québec, seront à la hausse. Donc, moins 1 Montréal, 0 en Estrie. Ah, 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la neige pourrait être mêlée d'un petit peu de bruine cet après-midi du côté de l'Estrie. On sera autour de moins 5 pour les Laurentides, moins 9 à Québec. Même chose vers l'Outaouais, des températures légèrement sous 0. Donc, une fois qu'on atteint cette douceur-là, en soirée, le mercure va rechuter aux alentours de moins 11, moins 16 degrés. Donc, la nuit prochaine, relativement froid. Et demain, flocons résiduels le matin, venteux, encore un peu de poudrerie, un ciel qui redeviendra variable. Et une autre bordée à venir, oui, à partir de samedi soir jusqu'à dimanche. Aussi importante? Quasi aussi importante, oui. Peut-être un peu moins en termes d'accumulation, mais des chutes de neige qu'il faudra pelleter, tasser, ça va déranger. Donc, l'Abitibi est un petit peu moins touché aujourd'hui. On y va avec un 5 à 10 cm. Là, ça demeure autour de moins 12. Pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, la neige commence en milieu de journée, va devenir plus forte ce soir. Les vents sont modérés aujourd'hui, deviendront plus forts également au cours de la soirée. C'est de l'ordre de 15 à 30 cm pour ce qui est des accumulations. Vers la Côte-Nord, même chose, 15 à 25 cm. Donc, faible intensité ce matin. Ça prend de la vigueur au cours de la journée de la soirée et ça cessera graduellement en cours de journée demain. Vent important également ce soir, surtout l'est du Québec. Donc, les avertissements sont en vigueur partout, là. Sud, centre, est du Québec, tempête hivernale ou avertissement de neige. Tout le monde a son bandeau ce matin. On a plusieurs avertissements en Ontario également. Toronto, Windsor, neige, pluie verglaçante. 15-20 cm quand même, Toronto, 5 à 10, Windsor. C'est sûr que dès ce matin, les conditions commenceront à s'améliorer un peu. Bruine, pluie verglaçante qui devrait cesser en fin de matinée, mais les vents seront forts. Vers Ottawa, c'est du 30-40 cm. Ça devrait s'estomper graduellement. Fin d'avant-midi, cesser complètement ce soir. Un petit peu de bruine verglaçante possible là-dedans. Le maximum, c'est moins 1 du côté d'Ottawa. Et c'est sûr que c'est plus calme dans l'ouest. À Vancouver, c'est beau. Dans les prairies, ça demeure froid. Sous avertissement, d'ailleurs, encore pour Regina, Winnipeg, avec des maximums de moins 21, moins 25. Les îles de la Madeleine sont touchées aussi aujourd'hui. Je ne l'ai pas mentionné, mais neige forte, 20-25 cm. Les vents seront forts également au cours de la soirée. Alors, c'est une journée de tempête, la première de la saison. Ça fait toujours jaser.
Oui, effectivement. Ben, on a vu, de toute façon, les réflexes développés avec le télétravail vont certainement permettre aux gens de ne pas se déplacer aujourd'hui. Bien des écoles étant fermées, ça va également réduire les risques d'accidents dans les déplacements. Puis vous voyez, j'étais sur le site de l'aéroport Pearson à Toronto. Plusieurs vols qui sont annulés ou encore reportés. Même chose sur le site de l'aéroport de Montréal. Plusieurs vols qui sont annulés ou encore qui ont été reportés, retardés et de plusieurs heures dans quelques cas. Si vous avez à prendre l'avion ce matin, évidemment, si vous aviez un départ prévu, vérifiez parce qu'il y aura du retard, des annulations également. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée de tempête à vous aussi. Olivier Pellerin est en face de moi pour parler sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Mon chanceux qui était au Centre Bell hier pour cette confrontation Canada-Suède. Honnêtement, moi, j'ai écouté la première période. Je me suis dit, il n'y aura pas d'histoire. Le Canada va survoler ce match-là. Et quand j'ai vu les résultats ce matin, victoire du Canada, mais ça a été en prolongation. Oui, c'est pour ça qu'un match, ça dure 60 minutes et même un peu plus. Ça a été le cas hier dans une soirée qui a été effectivement exceptionnelle. Exceptionnelle pour les partisans sur place qui étaient galvanisés, vraiment très bruyants dès le début du match. Pour ceux qui étaient devant leur téléviseur pour la présentation des joueurs, le nom de Sidney Crosby a été le plus populaire, pas besoin de vous le cacher, là, capitaine de l'équipe canadienne qui était attendu par les partisans montréalais. Tout un match d'ailleurs. Exactement, ça a été la première étoile avec 3 passes dans cette victoire de 4-3 en prolongation. C'est Mitch Marner d'ailleurs qui a marqué le but de la victoire, on peut l'entendre. Morrissey went to the bench. Crosby delayed and sets up Marner. Full stride into the zone. Mitch Marner scores! Donc, un but qui a délivré la foule au Centre Bell, donc cette première victoire pour le Canada face à la Suède. Je vous parlais des joueurs qui étaient attendus, donc pour l'aspect positif. Lors de la présentation des joueurs, un des joueurs les plus hués sera été William Nylander, représentant des Maple Leafs de Toronto du côté de la Suède. Et il y a Austin Matthews aussi qui s'est présenté avec son chandail des États-Unis. Et là, je pense que lui, il en a rajouté une couche. La foule était bien prête à accueillir les gens de Toronto à Montréal. Mais sinon, effectivement, dans le match, ça a été impressionnant de voir tous ces grands talents. On en a parlé là, avec les lignes qui étaient présentées pour le Canada. C'était impressionnant de voir tous ces gens-là à l'œuvre, ces joueurs-là à l'œuvre. C'était effectivement un très bon match. Plusieurs bonnes chances de marquer. Philippe Gustafsson, qui était devant le filet pour la Suède, a vraiment fait la différence, surtout en prolongation. Nathan McKinnon, à plusieurs reprises, a frappé à la porte avec des tirs dangereux. Il a bloqué tout ça. Et c'est un tir de Mitch Marner. Il l'a battu, en fait, du côté du biscuit. C'était terminé pour ce match. Donc, le Canada qui met la main sur 2 points parce qu'on sera sur un format avec 3 points pour une victoire en temps réglementaire, 2 points pour une victoire en prolongation ou en tir de barrage et 1 point pour l'équipe qui perd soit en prolongation ou en barrage. Donc, le Canada est allé chercher 2 points dans ce match hier. Je vous invite à écouter les commentaires de Mitch Marner. C'était un tout petit garçon dans le vestiaire après le match à qui on parlait après ce but vainqueur. I mean, you tell 8 or 10-year-old Mitch that you know, he scored an overtime goal assisted by Sidney Crosby, the guy he looked up to since day one. Yeah, it's pretty crazy, and I'm sure my family's going to be very excited about that one, and it's going to be a really cool thing that I get to have now. Donc, le petit Mitch Marner de 10 ans là, qui regardait de haut, de très haut, Sidney Crosby, d'avoir été complice sur le but, de marquer en prolongation pour le Canada au Centre Bell. Je vais m'en rappeler longtemps. Donc, les commentaires de Mitch Marner qui traduisaient son plaisir à avoir disputé ce match. Et donc, la prochaine rencontre du Canada, ce sera samedi face aux États-Unis. Ce sera le gros duel que tout le monde attend, bien entendu. Est-ce que le Canada a ce qu'il faut pour remporter cette coupe-là? À voir. On verra bien. Un match, c'est peu pour le dire, un à la fois. La Coupe du monde de hockey fera un retour dès 2028? Oui, je vais très rapidement parce que ça a été une grosse annonce hier. Il y avait Marty Walsh de l'Association des joueurs de la LNH, Gary Bettman, le commissaire de la Ligue, et aussi Bill Daly, son adjoint, qui ont été très heureux d'annoncer hier la Coupe du monde en 2028. Ce sera donc la 4e Coupe du monde organisée par la Ligue nationale de hockey. Ce qu'on veut faire, c'est occuper l'espace pour du hockey international aux 2 ans. Donc, il y aura les Jeux olympiques en 2026, la Coupe du monde en 2028. On sera de retour aux Olympiques en 2030. On sent la Ligue nationale vouloir organiser ce tournoi de manière pérenne pour occuper cet espace qui est très attendu. On le voit présentement avec la confrontation des 4 nations. Les gens répondent présents, même si certains ont critiqué le prix des billets. Donc, c'est la volonté de le faire avec potentiellement 8 équipes, des équipes qui seront internationales, donc pas d'essais comme on avait fait là, avec les jeunes joueurs, une équipe européenne. Là, ce seront des équipes nationales qui seront représentées lors de cette compétition. Et on dit
dit qu'il reste que quelques discussions à y avoir sur la durée de la pause, parce que ça se déroulera en février 2028, donc durant la saison de la LNH. Donc, on se demande combien de temps est-ce qu'elle devra durer cette pause. Mais je pense que hier, après le résultat, là, ça témoigne, j'ai l'impression, d'un intérêt d'avoir des rendez-vous comme ceux-là disputés aux 2 ans. Là, je pense que les partisans risquent de gagner dans tout ça. C'est tellement impressionnant de voir les meilleurs au monde jouer les uns contre les autres. Ça donne tellement un bon spectacle que oui, tant mieux. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Vincent Maisonneuve se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Donald Trump prétend qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président des États-Unis a d'ailleurs eu hier une longue conversation, environ 90 minutes, avec Vladimir Poutine et ils ont convenu, les deux hommes, qu'ils pourraient se rencontrer dans un avenir assez proche. Oui, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on n'avait vraiment rien entendu par rapport à ce dossier-là de la part du président américain. Alors pourquoi maintenant, direz-vous? Dès demain, là, les représentants de plusieurs pays vont se réunir en Allemagne, à Munich, pour une conférence sur la sécurité. Est-ce que les Américains vont vouloir marquer le coup lors de cette rencontre? Disons que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de plan, de scénario de cessez-le-feu. En fait, personne n'a eu d'écho ou a vu quelque stratégie que ce soit pouvant mener à la paix après 3 ans de guerre en Ukraine. Mais le président américain a l'intention de rencontrer Vladimir Poutine en Arabie Saoudite très bientôt. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. Donc, le président poursuit en affirmant que la guerre en Ukraine, c'est un désastre sanglant et que le conflit doit cesser. Oui, et après ça, Donald Trump a parlé aussi avec Volodymyr Zelensky. On se demande si l'Ukraine et son président auront une place à cette table de négociation pour la suite. Oui, hier, le président ukrainien a accordé une entrevue d'1 heure environ au magazine The Economist et la principale crainte qu'il a, c'est d'être mis à l'écart durant ce processus de négociation, ce qui permettrait, selon lui, à Vladimir Poutine de manipuler l'information présentée au président américain. Volodymyr Zelensky devrait rencontrer J.D. Vance à Munich, le vice-président, mais J.D. Vance a déjà affirmé qu'il ne se souciait pas vraiment de ce qui se passait en Ukraine, donc ça regarde plutôt moins bien de ce côté-là. Et depuis que la rencontre avec le président américain en septembre aux États-Unis, c'était avant les élections, il y a eu très, très peu de contact avec les États-Unis. Par contre, il y a eu des messages lancés par l'administration Trump, messages, par exemple, du secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, qui affirme que la souveraineté et la prospérité de l'Ukraine, c'est important, mais il dit aussi que le président Zelensky devra faire des compromis. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Le secrétaire à la Défense qui dit essentiellement qu'un retour aux frontières de 2014 avant la première invasion russe pour annexer la Crimée, c'est un objectif irréaliste. Le président ukrainien, lui, n'a pas l'intention de faire des compromis, ceci dit. Volodymyr Zelensky dit que le simple fait de s'asseoir à la même table qu'un tueur comme Vladimir Poutine, c'est pas mal suffisant comme compromis, selon lui. L'Ukraine est prête à échanger des territoires. Kiev dit vouloir, par contre, négocier en position de force. Et la seule façon d'y arriver, c'est avec une garantie que les Américains vont justement garantir la sécurité de l'Ukraine. Autrement, selon le président ukrainien, Vladimir Poutine, Moscou va recommencer à vouloir envahir le territoire ukrainien. Et Volodymyr Zelensky lance aussi une mise en garde aux Européens qui croient que la guerre ne concerne que l'Ukraine. La Russie augmente la taille de son armée de 150 000 hommes depuis 2 ans à chaque année. Le président ukrainien affirme que d'importants contingents militaires russes se déplacent vers le Bélarus aux portes de l'Europe. Le reste de l'Europe là est pas équipé pour faire face à l'armée russe. Bref, selon Volodymyr Zelensky, la seule chose présentement qui empêche Vladimir Poutine d'envahir l'Europe, c'est l'Ukraine. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie.
Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa. Il se joint à nous pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, les Québécois maintenant en faveur des pipelines, selon un nouveau sondage. Une forte proportion d'entre eux estiment aujourd'hui qu'il faudrait les ressusciter. C'est ce que révèle un sondage Somme. La presse publiait la une du quotidien ce matin. Selon l'un des associés de la firme Somme, eh bien, ça montre l'exaspération, les craintes des Québécois par rapport aux tarifs, à cette guerre tarifaire, à cette menace de guerre tarifaire avec les États-Unis. Alors, plus de la moitié des répondants croient qu'il faudrait faire renaître les deux projets controversés. Le gazoduc GNL Québec qui transporterait du gaz naturel de l'Ouest canadien vers la région du Saguenay pour l'exporter obtient le soutien de 61 % des répondants, tandis que l'appui à l'oléoduc Énergie Est qui traverserait le sud du Québec pour acheminer du pétrole des sables bitumineux d'Alberta vers le Nouveau-Brunswick, eh bien, lui atteint 59 % d'appui. Réaction de Paul Journet, le chroniqueur de la presse ce matin. Lui dit que le prétexte est de riposter à M. Trump. Or, ce besoin est à court terme, tandis que la solution proposée serait à long terme. Ces projets mettraient environ une décennie à aboutir. Le mandat de M. Trump serait terminé et celui de son successeur aussi. Réaction également de Pierre-Olivier Pinault, professeur à HEC Montréal, titulaire de la chaire en gestion de l'énergie. Lui croit que c'est vraiment plus un buzz politique et médiatique. Il ne voit pas de promoteur en parler, dire oui, on est prêt à reprendre les discussions. Alors, résultat de ce sondage qui a été réalisé en ligne du 7 au 10 février 2025 auprès d'un échantillon de 1049 adultes québécois. Marge d'erreur maximale de plus ou moins 3,8 %, 19 fois sur 20. Politique fédérale, le NPD se prépare à des élections anticipées. Là, on sait que ça risque d'avoir lieu, ces élections-là, au printemps. Une note interne a été envoyée aux candidats et aux employés du NPD hier pour les avertir de se préparer à des élections fédérales prochaines. La directrice de campagne du parti mentionne dans cette note interne obtenue par nos collègues de la colline parlementaire, mais aussi par le Globe and Mail, qu'ils doivent se préparer, ces candidats, à la possibilité que des élections fédérales soient déclenchées dès le 10 mars. Elle dit dans sa note, et je cite, « Il est de plus en plus probable que Mark Carney sera le prochain chef libéral le 9 mars. Et si Mark Carney remporte la direction du parti, de nombreuses sources à Ottawa nous disent qu'il a l'intention de déclencher des élections peu de temps après avoir pris la tête du parti. » Information confirmée ce matin par la presse, par le collègue Joël Denis Bellavance. Il dit à moins d'un revirement de taille, les Canadiens seront convoqués rapidement aux urnes si l'ancien gouverneur de la Banque du Canada remporte la course à la direction du PLC. Des sources au sein de l'organisation de M. Carney ont indiqué à la presse que ce dernier serait porté à déclencher des élections dans les jours suivant sa victoire au lieu de présenter un discours du trône en bonne et due forme pour ouvrir une nouvelle session parlementaire le 24 mars. Faut dire qu'il a eu quelques sondages favorables, oui. M. Carney, si on le place à la tête du PLC, effectivement. Parlons du Journal de Montréal qui nous présente un article sur des passeurs illégaux qui offrent le trajet Montréal-New York pour 6 000 $. Et c'est à la une du quotidien ce matin. Des passeurs continuent d'offrir ouvertement leurs services sur les médias sociaux, et ce, malgré la hausse de la surveillance à la frontière après les menaces du président Donald Trump. On voit plusieurs vidéos. En fait, le journal a trouvé au moins 10 comptes Instagram où des hommes qui parlent des langues indiennes soutiennent sans retenue faire le trafic de migrants du Québec vers nos voisins du Sud. Un client paie entre 3 000 et 6 000 $ pour la traversée, selon le quotidien de Québécois. Gabriel, bonne journée, bon pelletage. Oui, merci. Bonne journée, à demain. On a beaucoup parlé de ce qui se passait en France, à Paris, un grand sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. On n'a pas tant parlé du sommet que ce qui s'est dit autour de ce sommet-là, parce qu'évidemment, il y avait entre autres Justin Trudeau qui était présent et il a été question beaucoup de la question de l'imposition de tarifs par les États-Unis. Mais on va revenir sur ce qui s'est dit dans le cadre de ce sommet qui était organisé conjointement par la France et l'Inde, qui s'est achevé par la signature d'une déclaration, rien de contraignant, plutôt des exposés d'intention. On en parle avec Alexandra Chatzka. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. Alors, que dit cette déclaration et qui sont les pays qui ont décidé de se désister de cette déclaration commune? Ah oui, ils ont fait beaucoup de bruit. Alors, la déclaration est une déclaration très générale. Les 61 pays signataires sur 64 qui étaient présents s'engagent à travailler au développement d'une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique, une intelligence artificielle qui saura éviter les concentrations des marchés pour que cette technologie soit plus accessible à tous,
plus durable. Mais ce sont, comme vous avez dit, ceux qui ont refusé de signer la déclaration qui ont fait le plus de bruit. Entre autres, le vice-président J.D. Vance, qui représentait évidemment les États-Unis, a déclaré que son pays était opposé à toute régulation excessive qui pourrait tuer une industrie en plein essor. Il a ajouté que Washington ne tolérera pas que des gouvernements étrangers serrent la vis aux firmes américaines. On se demandait pourquoi il est venu, d'ailleurs, pour visiter la ville lumière, parce que ce n'est pas pour la gastronomie. Il a quitté aussi ostensiblement un dîner de gala pour protester contre des déclarations chinoises et il n'est pas sur la photo de groupe. Et la Grande-Bretagne également a refusé de signer, ainsi que les Émirats arabes unis. Bon, à la lumière de ce résumé, est-ce qu'on peut parler d'un échec? Bien, certainement, ce sommet a ouvert les yeux des Européens que s'ils ne mettent pas les bouchées doubles, ils seront coincés entre les États-Unis, où la course est vraiment, on est en plein dedans, et la Chine, qui, avec le développement de son propre modèle de open source DeepSeek, la Chine a été propulsée au firmament des innovations dans ce domaine. Alors, plusieurs observateurs concluent en disant l'absence parmi les signataires des États-Unis et de la Grande-Bretagne est un revers majeur pour l'ambition du sommet de bâtir un consensus international autour de l'intelligence artificielle, une intelligence ouverte à tous, inclusive, transparente, éthique, digne de confiance. On peut oublier tout ça. On est plus loin que jamais de l'idéal d'une intelligence artificielle d'intérêt public. C'est chacun pour soi. Mais le sommet est devenu surtout une occasion pour plusieurs d'annoncer des investissements majeurs. Donc, on est vraiment dans la course, des investissements majeurs dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. Alors, Emmanuel Macron a réussi à obtenir 109 milliards d'euros d'investissements privés pour continuer à développer une IA française. Ursula von der Leyen a annoncé 220 milliards d'euros d'investissements dans des gigacentres de calcul, le plus gros partenariat public-privé, dit-elle, au monde dans ce domaine. La Banque de Chine a annoncé 140 milliards sur 5 ans pour soutenir les entités chinoises et les Émirats arabes unis ont annoncé 50 milliards d'euros d'investissement dans le plus grand campus d'Europe de développement de l'intelligence artificielle et ça sera construit dans le nord de la France. Mais on est toujours loin des 500 milliards annoncés par M. Trump dès son arrivée au pouvoir, vous vous souvenez. Oui, absolument. Il nous reste environ une minute, Alexandra. Est-ce qu'on peut dire donc qu'on s'est éloigné d'une réglementation quelconque de l'intelligence artificielle plutôt que de s'en rapprocher? Oui, tout à fait. D'ailleurs, à la fin du sommet, la Commission européenne a retiré son projet de directive sur la protection des citoyens européens devant les conséquences de l'intelligence artificielle. Par exemple, on y parlait des possibilités des tribunaux d'avoir accès à l'info des firmes d'intelligence artificielle. On est plus loin de ça que jamais. Donc, on est actuellement en pleine course entre principalement 3 joueurs. Les États-Unis, la Chine et l'Europe, ou plutôt la France, parce que c'est le seul joueur européen qui reste, avec son Mistral IA. Et il y a un journaliste britannique qui a d'ailleurs fait un test assez drôle. Il a demandé à ces trois fournisseurs d'intelligence artificielle de répondre à la question « Le sommet, quel est le résultat? Est-il à la hauteur de la promesse ?» Et le gagnant, c'est le chat de Mistral IA, donc français, le système français, moins vague, bien écrit, avec des données concrètes, qui par exemple a souligné... Merci beaucoup, Alexandra.